Dis, tu veux pas faire une critique sur Citrus? Non, il est pas fini. Allez, fais une critique sur Citrus. Non, mon émission consiste à faire des critiques sur les Yuri qui sont complets. Je voudrais une critique sur Citrus. Putain, mais tu fais chier! Ça a plu entre nous, il faut que tu fasses une critique sur Citrus. Mais tu me casses les couilles! Franchement, vous êtes lourd. Tellement lourd. Aussi lourd que vous pourriez être plus lourd encore qu'un ronflex. Salutations et bienvenue dans ces Yuri sans sushi qui seront sur ta mère. Non, je déconne, il sera sur Citrus. Vous m'avez tellement pété les ovaires avec celui-ci, presque autant, même plus encore, qu'avec Sakura Trick. Oui, mais après c'est vrai qu'il pouvait que m'intéresser, il y avait du Yuri et de l'inceste. Mais j'aurais voulu attendre la fin de cette histoire comme je l'avais fait pour Yuri Kuma Arashi dans mon épisode numéro 3. Référence à l'épisode 3, ça c'est fait. Aussi, j'aurais voulu le faire sur un Yuri animé. Mais bon, puisque vous insistez autant! Il s'agit d'un Yuri incomplet. Et oui, je vais vous faire chier avec ça. C'est un manga écrit et dessiné par Saburo Uta, prépublié dans le magazine comics Yuri Hime depuis le 17 novembre 2012, édité par Ichijinsha. Composé actuellement de 4 tomes complets et le 5e étant donc en écriture, seulement 2 sont parus en France au jour d'aujourd'hui. Le 3e est censé sortir le 28 juillet. Heureusement, je ne sors pas la vidéo ce jour-là. Ah si, c'est le cas! Petite anecdote, j'avais entendu parler de ce Yuri en 2013, mais je n'ai jamais pu le trouver jusqu'à cette année. Merci Tumblr. Bon, on va reprendre notre bon vieux système. Allons mater les graphismes de ce Yuri. Eh ben franchement merci, car ces graphismes sont délicieux. Ce Yuri a été dessiné de manière à ce que l'on ne partage les sentiments des personnes au premier plan, aussi bien la joie que l'oppression, la tristesse et l'obsession. Il s'agit là d'une œuvre de qualité supérieure, car même les premières pages sont extrêmement bien réalisées et même les colorations ont été, comment dire, bien faites. Oui, pourtant il n'employait que des couleurs sobres et uniformes. D'ailleurs, petite anecdote. Putain, tu nous saoules avec tes anecdotes, on dirait une petite vieille. Alors déjà, tu fermes ta gueule parce que toi, c'est moi. Donc je disais oui. Le vendeur qui m'a vendu ces œuvres m'a dit « Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont pris cette œuvre pour la légèreté du trait et pour les dessins qui sont plutôt bien réalisés et aussi pour découvrir avec délicatesse les termes de Yuri. » Ce à quoi je lui ai répondu « Si tu veux notre Yuri, appelle-moi. Préviens-moi. Bisous, bisous. » Oui, pardon, je suis aussi creepy que ça quand on me parle de quelque chose que j'aime. Je suis quasi sûre que si jamais tu cries Hime Miyatikane, je vais rétorquer de cette manière. J'ai son tatou dans le cou, mite kudasai! Aussi étonnant soit-il, les personnages secondaires sont tout aussi bien réalisés, ils ont un caractère propre à eux, et ceci ne peut être compté que comme un petit bonus. Et les décors sont également variés. Que demande le peuple? Concernant les personnages, je ne compte vous faire que le résumé des 2 premiers chapitres. Et oui, il fallait bien combler l'espace de la vidéo histoire de vous satisfaire un minimum, car j'aime vous satisfaire. Mais pas dans ce sens-là, bande de pervers. Yuzu et son groupe de biatch prennent un café avant la rentrée en parlant de leur histoire de cul. Cependant, Yuzu ment à ses amis pour avoir une réputation de fille rebelle et aguicheuse, je suppose. Puis, vu le look et l'attitude qu'elle arbore à son lycée, elle se fait arrêter par l'un des membres du conseil de classe, lui disant que tout ce qu'elle est actuellement n'est pas en règle avec la tenue obligatoire, dont bien sûr elle se défend comme elle peut. Puis notre seconde protagoniste arrive. Elle s'appelle Mei et s'avère qu'elle est bien plus efficace que le premier membre de conseil en prenant le téléphone de Yuzu et en pratiquant la technique des hormones en chaleur contre Yuzu. Cette dernière est complètement choquée par ce pouvoir et tente tant bien que mal de s'adapter à ce strict règlement. Elle tente aussi de se faire quelques amis tout en réfléchissant à ce qui lui est arrivé et surtout en pensant à Mei. Yuzu apprend d'ailleurs que cette dernière a déjà un mariage de prévu, qu'il s'agit de la petite fille du directeur, ce qui ne laisse aucune ouverture pour son avenir. Ensuite, Yuzu a donc récupéré son portable, elle cherche à choper le numéro du professeur parce qu'apparemment c'est une très bonne idée. Oh putain non, pas bonne idée, comme la dernière fois, Seigneur. Elle cherche à choper le numéro du professeur parce qu'apparemment c'est une très bonne idée, mais elle tombe sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, son professeur galochant Mei comme pas possible. Alors oui bon, certains d'entre vous peuvent trouver ça assez romantique, mais elle est clairement forcée donc je n'approuve pas cette connerie. Yuzu a ensuite été repérée par Mei, mais elle décide de rentrer chez elle avant de se faire rattraper. Ce qui est drôle, c'est que la mère de Yuzu
Yuzu, ancienne célibataire, s'est trouvé un nouveau copain et qu'il s'agit comme par hasard du père de Mei. Coïncidence? Je crois bien, oui. Mais en tout cas, ça rajoute une petite mention à inceste à leur relation et je ne peux qu'approuver. Merci Japon. Donc ensuite, Yuzu a ses hormones en feu dans la salle de bain parce que c'est une sainte nitouche qui n'a jamais eu la chance d'embrasser quelqu'un auparavant. Donc oui, elle fantasme, mais pas sur le professeur. Elle sort ensuite de son bain pour se retrouver dans sa chambre désormais occupée également par Mei. Yuzu cherche à avoir une relation saine, tandis que Mei l'ignore d'une puissance. Donc Yuzu joue ici une très mauvaise carte, celle de la provocation, osant même dire, je cite, « Si ça se trouve, c'était ton premier baiser », qui ne manque pas Mei, qui donc lui rend l'appareil en la plaquant contre le sol pour l'embrasser sauvagement et ensuite annoncer « c'est juste ça, un baiser ». Donc son premier baiser a été donné par sa demi-sœur, cela risque de porter préjudice et déshonneur sur sa vache. Le lendemain, notre Yuzu doit se lever avec sa nouvelle famille pour aller faire quelques courses à 3. Nous en apprenons plus sur le background de Mei, qui en a pris plein la gueule pendant toute sa vie, avec son père parti depuis maintenant 5 ans. Puis, une fois que Yuzu a fini de baver sur sa future condition sociale, elle se casse la gueule, entraînant Mei avec elle, ce qui me fournit ma dose de fanservice t-shirt mouillé ainsi que ma dose de drama. Et merci car grâce à cet accident, nous pouvons avoir notre quota de boobs. Fanservice. Tout est gratuit, j'adore ça. Attends, comment ça c'est pire sur les pages qui vont suivre? Tu n'es apparemment pas prête, mon ami. Allez, va. Non, attends, je veux voir ce qui va se passer là. Et donc la scène suivante nous montre donc nos deux protagonistes nus dans la même salle de bain, Yuzu fantasme et Mei l'a senti, si bien que nous avons droit à ça. Ah bon d'accord, je vais lire la suite du coup. Oh ouais pardon, mais putain j'étais pas prête, oh putain. Et on enchaîne direct sur Yuzu lui disant « Pourquoi tu fais des trucs comme ça ?» Et Mei qui enchaîne sur « Tu avais l'air d'avoir envie que je te touche. » Ça va? Ah non, je suis désolée, c'est mes hormones de youriste qui sont montées, je reprends la suite. Oh putain! Yuzu n'a donc pas pu dormir de la nuit et pose des questions à Halloween, sa pote, pour savoir si toutes les filles dans ce lycée étaient gays. Sa réponse étant que vu qu'on est dans un lycée pour filles, elles s'occupent comme elles peuvent. Mais là n'est pas l'intrigue, voyez-vous, car le principal était en train d'inspecter les étudiants. Et Yuzu, coconne qu'elle est, va direct le voir en l'appelant papy. Elle sera jetée aussi violemment qu'un bout de crouton sec. Bien sûr, Yuzu ne laisse pas tomber et entre par derrière dans le lycée, surprenant une conversation relativement désagréable vu qu'elle tombe sur ce même professeur ayant embrassé Mei, sauf que cette fois-ci, ce dernier était en train d'appeler sa véritable fiancée, annonçant, comme un mauvais génie du mal, que son plan fonctionne et qu'il pourra bientôt récupérer le lycée en épousant Mei. Yuzu et son esprit chevaleresque refusent de laisser passer cette bavure et s'en va prévenir Mei une fois à la maison. Mei étant déjà au courant de cette histoire, elle ne comprend pas l'intérêt que Yuzu éprouve pour elle et l'ignore encore une fois. Yuzu n'étant pas dupe, elle sent que quelque chose cloche dans les actions de Mei, mais n'insiste pas plus, de peur de dégrader la situation. Petite ellipse, nous retrouvons Yuzu et Mei dans leur lit. Yuzu s'inquiète pour Mei mais n'ose pas la réveiller et malgré elle, elle tentera aussi de l'embrasser. Cependant, Mei la bloquera en parlant dans son sommeil de son père, tout en pleurant à chaudes larmes. Yuzu n'insiste donc pas plus. Dernière ellipse, nous nous retrouvons dans l'enceinte de l'établissement où un discours a lieu. L'un des membres du conseil de classe tente de faire un discours mais Yuzu l'en empêche et se présente comme représentant des élèves uniquement dans le but de dénoncer donc les actions du professeur envers Mei en provoquant un scandale dans le lycée entier. Yuzu pensant avoir fait une bonne action est ensuite rentrée chez elle, sereine d'avoir apporté une aide précieuse à Mei. Cependant, cette dernière a été emmenée et n'est donc par conséquent plus avec Yuzu. Voilà, c'était la fin des 2 premiers chapitres. Je vous laisse en mode cliffhanger pour l'instant. Nous en parlerons plus tard, mais d'abord, voici le... En fait, je t'ai piqué ton tel. Je vais aussi te laisser mon numéro au cas où. Je te l'ai pas dit, mais t'as une nouvelle sœur, la voici d'ailleurs. Pardon, c'est une blague? Non. Je vais t'exploser la gueule, arrête de m'appeler papy, sale! Putain, faut que t'arrêtes
Arrête de me couper quand je parle, c'est super chiant. Désolée, c'était juste pour un effet comique. Donc, qu'avons-nous pensé jusqu'à présent de l'intrigue? C'est un jeu entre un chat et une souris qui se présente de manière relativement inédite. Cette intrigue va donc nous faire prendre la perspective de Yuzu dans son quotidien, avec ses sentiments et actions récités de façon assez complexe. Et pas négativement, je dis complexe car justement c'est très complet. Il y a beaucoup de passages qui ne passeraient certainement pas dans de véritables situations, mais les péripéties que Yuzu provoque avec les autres personnages sont rafraîchissantes et très intéressantes. Certaines de ces intrigues sont tellement bien travaillées qu'on se demande comment elle a pu s'en sortir. Mais passons donc à la description des personnages. Yuzu est une jeune lycéenne maladroite, encore incertaine de ce qu'elle désire réellement. Ce point nous est prouvé rien que par la première page, vu qu'elle ment à ses amis pour se sentir exister. Cependant, elle est très valeureuse, optimiste malgré ses doutes, et droite car elle cherche toujours à faire éclater la vérité, même si ce n'est pas pour améliorer sa propre condition. Quant à Mei, on pourrait premièrement penser qu'il s'agit de l'opposé direct de Yuzu, froide, pessimiste et sachant déjà ce qu'elle va devenir. Mais on peut déjà s'apercevoir qu'un trait les a rassemblées, elles sont toutes les deux extrêmement têtues. Ce qui ne les a pas aidées, mais du coup j'ai pu faire le rapprochement entre les deux personnages. Malgré leur passé foncièrement différent, elles se retrouvent dans de nombreux points de vue, vu que Mei est en réalité incertaine de ce qu'elle voudrait être. Tout le monde a choisi à sa place son avenir de manière complètement égoïste pour certains des cas, ne laissant donc à Mei aucune chance de s'exprimer, vu que personne n'a voulu l'écouter. Donc au fil des chapitres, nous allons peu à peu découvrir ses véritables sentiments, cachés sous un rideau d'amertume qui n'est autre qu'une barrière qu'elle a elle-même forgée, de peur d'être une nouvelle fois blessée par son entourage. La relation que les deux protagonistes entretiennent peut sembler premièrement toxique. Néanmoins, elles compteront toutes les deux l'une sur l'autre sans jamais se l'avouer, vu qu'elles sont complémentaires. Du coup, je vous passe la partie OST vu qu'elle est inexistante et je vais passer directement à la notation. Je sais que vous attendiez tous à une excellente note concernant ce Yuri. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous décevoir. Car oui, il est très bon, il véhicule de très bonnes idées. Donc vous me connaissez, je ne peux pas lui donner 20, mais je vais lui donner 19 sur 20. Comme un girlfriend. Donc oui, je lui ai donné la note de 19 parce qu'il s'agit effectivement de l'un des meilleurs Yuri que j'ai pu lire. Le fanservice n'est pas imposant, les enjeux sont accrochants et les personnages sont attachants. Accrochant, attachant, tout est très collé dans ce Yuri, hein, tout est familial. Et donc voilà la fin de ma critique sur Citrus, j'espère qu'elle vous aura plu. En échange, j'espère qu'elle sera partout car vos messages, eux, ils étaient partout, donc on partage. Allez. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi sera la vidéo, mais ce sera certainement un What the Cup. Et le prochain Yuri sans sushi aura un rapport avec les jeux vidéo, néanmoins, il ne s'agira pas du thème principal. Allez, bisous bisous!